il semble bien que le château que l'on voit aujourd'hui ne soit pas le château tel qu'il était prévu lorsque François Ier en a lancé la construction en 1519. On ne peut pas s'empêcher de penser que Léonard de Vinci a pu quelque part travailler au premier plan de Chambord. François Ier s'adresse à ses contemporains à travers un bâtiment dans lequel l'architecture est un langage et dans lequel il pose les bases d'un pouvoir absolu et centralisé. C'est en le regardant de plus près qu'on comprendra mieux ce que François Ier voulait faire ou ce qu'il a voulu être au travers de Chambord. C'est presque une enquête policière sur le château en le lisant pierre à pierre. Alors tout à l'heure, je vous ai donné une date, 1519. C'est la date du début de la construction, en tout cas c'est ce qu'on suppose. C'est la date en tout cas d'une lettre qui a été écrite par François Ier. Et cette lettre est adressée à un personnage qui s'appelle François de Pontbriand. Et François Ier, dans cette lettre, lui demande de superviser la construction d'un grand, bel et somptueux édifice au lieu et place de Chambourg. Comme on disait à l'époque, on ne disait pas Chambord, on disait Chambourg. Depuis sa construction il y a 500 ans, Chambord est auréolé de mystère. Dans l'Europe du XVIe siècle, ce château est le plus gigantesque monument civil jamais édifié. Pourtant, malgré la démesure du projet, malgré le coût du chantier, en 32 ans de règne, son commanditaire François Ier ne séjourne ici que 72 jours. Pourquoi ce palais immense mais vide, dressé au milieu des marécages, loin des centres urbains, loin de la Loire? Pour résoudre l'énigme laissée par le roi, il faut d'abord s'éloigner de Chambord et descendre le cours du fleuve sur une 50aine de kilomètres jusqu'à Amboise. Ici, sur cet éperon rocheux, se dressent les restes d'un château royal. Et c'est ici que commence l'histoire de François, peut-être aussi celle de Chambord. Le petit Valois, duc d'Angoulême, a 4 ans lorsqu'il arrive à Amboise. Il doit y être élevé comme l'héritier de la couronne de France, son cousin Louis XII, n'ayant pas de fils. L'enfant est accompagné de sa sœur aînée, Marguerite, et de sa mère, Louise de Savoie, une femme d'exception qui par 2 fois tiendra le gouvernail de la Régence. Pour leurs contemporains, cette mère et ses enfants forment la Trinité d'Amboise, un seul cœur en 3 corps. Janvier 1515, François monte sur le trône, il a 20 ans, c'est le début d'une nouvelle ère. Apparaît tout d'un coup dans l'histoire un jeune homme de 1,98 m très exactement, on le sait par son armure qui est conservée au musée de l'armée. Un jeune homme donc très grand, très imposant, très beau, avec une largeur d'épaule absolument impressionnante, et très charmant, et très charmeur. Et on le sait très bien parce que tous les ambassadeurs des puissances étrangères viennent à la cour de France et sont conquis par ce jeune homme. Et un jeune homme qui décide aussi qu'un prince moderne, un prince du XVIe siècle, est un prince qui doit s'intéresser aux lettres et aux arts autant qu'aux armes. La gloire des armes, François l'acquiert très tôt. Juin 1515, 6 mois après son couronnement, il remporte la célèbre victoire de Marignan qui lui donne le contrôle du duché de Milan. Dans toute l'Europe, les chroniqueurs de l'époque parlent d'une bataille de géants. Jusqu'au XIXe siècle, François sera peint sous les traits du chevalier, adoubé par le seigneur de Bayard. Pour Monique Châtenay, historienne de l'art, le jeune roi prend alors conscience de sa puissance. Il était déjà assez sûr de lui, et il est encore plus sûr de lui puisqu'il est devenu le César triomphant, avec tout le relais familial de sa mère qui met en exergue cette victoire. Et il veut compléter cette image du guerrier par l'image du grand roi qui veut laisser une trace de son passage sur Terre par un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre curieusement construit au milieu des bois dans une ambiance de conte de fées. C'est la première hypothèse, Chambord serait à la fois un rêve et un cadeau offert à la postérité par le dernier roi chevalier. En l'absence de preuves, c'est sur place qu'il faut chercher confirmation. Nous y retrouvons Dominique, il est au château l'un de nos principaux enquêteurs.
Votre mission du jour, si vous l'acceptez, ça va être d'essayer de reconstruire le château de Chambord avec les éléments en bois qu'on a ici. On a affaire à un château qu'on connaît très mal parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de plan. On ne sait pas qui est l'architecte. Et donc les plans du château, les plans qui ont servi à la construction du château, on ne les a pas. On n'a retrouvé ni les plans, ni le nom de l'architecte, mais on possède quelques indices qui nous mènent sur la piste de Léonard de Vinci. Peintre, architecte, ingénieur, hydraulicien, anatomiste, bref, il est un autre personnage de légende déjà à son époque. L'artiste arrive à la cour du château d'Amboise en 1516. Originaire d'Italie, où l'on a redécouvert les canons et préceptes de l'Antiquité, Léonard devient auprès du roi un ambassadeur de la Renaissance italienne. L'artiste italien est à la recherche d'un mécène ou d'un protecteur et le roi François Ier est sans doute lui à la recherche d'une gloire et à la recherche justement de cette magnificence qui s'est exprimée à Florence et dans ces principautés italiennes. Et donc je crois qu'il y a là vraiment une rencontre de deux personnes qui vont trouver dans leur interlocuteur la manifestation de leurs besoins ou de leurs rêves. Et je pense que c'est cette rencontre qui est heureuse ici à Amboise et qui s'inscrit dans un flux continu d'influence italienne qu'est la Renaissance. Depuis la terrasse du château d'Amboise, on aperçoit encore le Clos Lucé, grande et élégante bâtisse offerte à Léonard. D'après leurs contemporains, cette maison a abrité les confidences du roi et de l'artiste. Légende ou réalité? L'amorce de souterrains découverte sous le manoir et prenant la direction du château devait-elle vraiment permettre aux deux hommes de se retrouver en secret? Léonard est-il réellement mort dans les bras d'un François Ier éploré, comme le montre cette scène, peinte au XIXe siècle? Aucun document ne l'atteste. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en ces lieux, le roi et l'artiste ont parlé architecture. Pièce à conviction, les études de Léonard pour la ville nouvelle de Romorantin, projet que François abandonnera au profit de Chambord. Monique Châtenay, elle aussi, a mené son enquête. Je ne pense pas qu'il y a eu vraiment une commande d'un projet très précis. Il y a eu juste des idées qui ont été jetées sur le papier par Léonard. Et c'est ce qu'on voit justement dans ces dessins ici, où on aperçoit une ville avec des canaux et deux palais jumeaux qui sont faits pour Romorantin. Un autre lien entre Chambord et Léonard, qui était connu depuis plus longtemps d'ailleurs, c'est que Léonard a beaucoup aimé dans ses dessins dessiner des escaliers à volets multiples, des escaliers doubles, triples, quadruples. Et on en connaissait un en particulier qui est un escalier quadruple, 4 escaliers dans un. Et évidemment, il y a un rapport avec Chambord qui a un escalier double. Monique Châtenay dispose encore d'autres indices, d'un plan de Chambord notamment, réalisé par un disciple de Léonard. À l'origine, ce plan existait sous la forme d'une maquette en bois. Cette étude n'a pas été retenue et la maquette a disparu, mais il en reste ces gravures, au milieu desquelles figure un escalier à double volet de marche parallèle. Un dessin pour Chambord signé Léonard de Vinci. Mai 1519, l'artiste s'éteint. La dépouille, retrouvée dans les ruines du château d'Amboise, est peut-être la sienne. Elle repose ici aujourd'hui, dans la petite chapelle Saint-Hubert. Léonard a-t-il légué au roi les plans corrigés de Chambord? On l'ignore. Mais 5 mois après la mort du peintre, les ouvriers démarrent le chantier. Regardez attentivement les pierres, vous allez voir qu'il y a des graffitis qui datent de l'époque de la construction du château. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e assise, il y a encore la sorte de petite bouteille avec la croix et juste au-dessus, une sorte de E grec un peu, vous voyez, une sorte de lettre E. Pourquoi est-ce que les tailleurs de pierre, comme ça, faisaient des marques sur les pierres? C'est pour se faire payer. Pour se faire payer, exactement. Voilà, ce sont des signatures individuelles. Chacun d'entre eux a une petite signature, un petit signe, qui permet au trésorier, lorsqu'il va faire le contre-rôle des salaires, c'est-à-dire lorsqu'il va passer en fin de semaine ou en fin de journée pour savoir qui a taillé combien de pierres. Tous ces détails
Dominique les connaît par cœur. Lui qui se destinait à l'enseignement, c'est ici finalement qu'il transmet sa passion pour l'histoire de Chambord. Un château qui n'a pas livré tous ses secrets. Une sorte de coupole, tu vois, ça fait comme des dômes. Il y a une fenêtre que là, il n'y a pas. Tu as une fenêtre à droite que tu ne retrouves pas à gauche. Bah oui, on la Ah voilà, ouais. Mais alors nous, dans la maquette, puisqu'on ne s'occupe pas des fenêtres et des cheminées, est-ce qu'on va avoir une maquette qui va être symétrique? Si on considère la silhouette. Normalement, hein, on peut supposer qu'on va avoir à droite et à gauche à peu près la même chose. Si on attend ça demain, c'est bon? Allez, on grimpe. Bon, là on a une centaine de marches à monter d'un coup. Hein. C'est sous les combles de la chapelle que Dominique entraîne sa petite équipe. C'est là qu'il va leur faire prendre conscience de l'importance des travaux engagés à l'époque. Le chantier de Chambord est l'un des plus importants jamais ouverts en ce début de XVIe siècle. Il mobilise 1800 ouvriers. Les fondations, bâties sur d'immenses marécages, engloutissent la moitié du budget consacré à l'édifice. Ouais, les tours, en avant. Cette première phase de travaux dure 5 ans, puis tout s'arrête. 1525, c'est de nouveau la guerre en Italie du Nord. Une guerre désastreuse, cette fois, la France perd le Milanais. Pire, à la bataille de Pavie, le roi tombe aux mains de l'ennemi. Transféré à Madrid, il passe 1 an dans les geôles de Charles Quint. Roi d'Espagne, empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint est le grand rival. Après la libération de François, à Chambord, les travaux reprennent. Ils coûtent chaque année 1% du trésor royal. Pourtant, le roi délaisse de plus en plus le Val-de-Loire au profit de l'Île-de-France. On sait qu'on a donc à l'intérieur ce plan en forme de croix, hein, vous vous souvenez? Alors elle porte un nom cette croix, hein, c'est une croix grecque, voilà. Et on sait qu'au centre se trouve l'escalier, donc on ne voit pas mais qui est là. Et donc on a ces 4 couloirs qui, alors selon un ambassadeur, le secrétaire de l'ambassadeur du Portugal qui vient en 1541, il y a là 4 couloirs qui s'ouvrent sur les 4 parties du monde. Chambord est donc construit sur le modèle du plan centré, un plan inédit dans la France du XVIe siècle, mais dessiné en série par Léonard de Vinci, encore lui, pour des églises. La croix grecque, elle aussi, a été l'un de ses objets d'étude, mais était-ce pour Chambord? On a le quartier nord, quartier ouest, quartier est, quartier sud. Il y a un appartement qui s'inscrit sur un plan carré et un appartement qui, lui, prend place dans le volume circulaire d'une tour. Donc 2, 4, 6 et 8 par étage. On a compté 5 niveaux. On multiplie 40 appartements, tous indépendants, tous identiques, dans le donjon seul. Belle auberge. Éric, lui, c'est l'homme aux clés. Guide à Chambord depuis 8 ans, il en connaît tous les recoins. Alors dans le donjon, dans les appartements carrés, on trouve des volumes considérables. Il s'agit avant tout d'une chambre très vaste, à peu près 110 mètres carrés au sol, un peu plus de 6 mètres de haut sous plafond. Une très grande pièce assez lumineuse dans laquelle le courtisan vit sa vie, c'est-à-dire qu'il loge ici, donc il y trouve son lit, assez souvent situé près de la cheminée, pour des raisons de confort assez évidentes. Les murs sont garnis de tapisseries et le courtisan, au cours de sa journée, peut aussi recevoir dans cette grande salle. C'est donc une salle un peu publique, une salle où il passe du monde. Alors assurément, si on veut trouver un peu plus de paix, un peu plus de tranquillité dans son logis, il vaut mieux passer par les petites pièces, les petits cabinets comme on les appelle. Une petite pièce, parfois avec cheminée, parfois sans. On préférera peut-être donner la fonction de garde-robe aux pièces avec cheminée. Et dans ces pièces, eh bien, on se consacre plutôt à l'hygiène, dans d'autres plutôt à l'étude, au travail, au retrait en tout cas. Ce sont des pièces plus intimes. Ici, les pièces ne mesurent pas 6 mètres de haut, mais seulement 3. Dans la demi-hauteur de l'étage sont dissimulés d'autres petits cabinets. Une disposition très pratique pour héberger les domestiques, par exemple. Ces petits cabinets sont accessibles depuis la loggia par un minuscule escalier à vis. Pour nous y conduire, Éric n'a besoin d'aucun plan, d'aucune carte. Eh bien voilà l'entresol. Ce sont des pièces similaires aux premières, comme les petits cabinets. Des petites pièces s'enchaînent. Alors on trouve là les mêmes cheminées qu'en dessous. Les mêmes ouvertures sur les loggias et la cour. Il y a une sortie possible vers un autre réseau d'escaliers, plus généraux ceux-là, puisqu'ils montent du fond jusqu'au comble du bâtiment. Ils permettent de tout desservir.
et de sortir par une autre voie. Avant de suivre Eric dans les étages, récapitulons. Le donjon compte 3 niveaux principaux, plus 3 niveaux entre-sols, plus 2 autres encore, le rez-de-terrasse et les combles. Les combles sont inaccessibles aux visiteurs non accompagnés. Question de sécurité, on est très vite perdu dans le dédale de Chambord. Voilà le dernier étage où l'on pouvait encore loger à cette époque. Plus tard, à l'époque de Louis XIV, il a fallu optimiser le logement à Chambord, alors en créant plus qu'une seule porte, en recoupant l'intérieur avec des cloisons qui sont matérialisées au sol par ces lattes, et dont on voit encore les arrachements sur les murs. Le nombre de pièces a augmenté et il a fallu numéroter toutes les pièces nouvelles pour pouvoir se repérer, comme ici le numéro 192. Au cœur du donjon, enfin, le grand escalier, une œuvre monumentale, 6 mètres de hauteur à chaque niveau, 9 mètres de diamètre extérieur. Rabelais, contemporain de François Ier, prétendait qu'il pouvait accueillir 6 hommes d'armes de front. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On est au XVIe siècle. On entre dans un plan sacré. À la place de l'autel, wow, un escalier extraordinaire qui nous tend les bras. Vous voyez comme on est invité. Alors on y va, on s'élève. Mais est-ce qu'on s'élève vers Dieu ici? Vers le roi. Si, plutôt vers le roi. Vers la fleur de lys, évidemment. Alors il y a 2 volets de marche, deux escaliers différents qui s'enroulent en même temps et sans jamais se rencontrer. Alors il y a un moyen tout simple de comprendre. Vous prenez 2 doigts comme ça, voilà, on en met un à l'envers. Allez, attention, à la 1, à la 2, à la 3 et il se tourne autour. Voilà, vous y êtes. Il ne reste plus qu'à monter, les garçons d'un côté avec Dominique, les jeunes filles de l'autre. Rendez-vous 3 niveaux plus haut sur la terrasse. Au cours de l'ascension, miracle de la double vis, les 2 groupes ne se croiseront jamais. Et attendez-moi là. Au-dessus de la terrasse, le grand escalier se prolonge par l'immense tour-lanterne, couronnée par une énorme fleur de lys. Le symbole de la monarchie française culmine à 56 mètres de haut. Donc les 2 escaliers ici s'arrêtent. Et puis au-dessus du noyau central, c'est la lanterne qui s'élève avec à l'intérieur encore un autre escalier. Vous apercevez le mouvement en spirale, là, on comprend assez bien qu'il y a un escalier qui monte jusqu'au sommet. Sur les toits plus qu'ailleurs, depuis 5 siècles, les décors de pierre ont subi l'assaut des intempéries. Certaines pièces d'origine ont donc été démontées et déposées à l'abri. Là encore, le passe d'Éric nous ouvre les portes pour nous permettre de les redécouvrir. Alors voici le dépôt lapidaire. Une salle un peu curieuse. On a remonté depuis les restaurations de la fin du 19e siècle des morceaux du château. Des morceaux assez monumentaux comme par exemple une tourelle d'escalier ou plus singulier encore la lanterne finale du château. Alors, tous ces morceaux nous rappellent que le château a un âge, bientôt 500 ans, et qu'il a fallu le réparer. Alors on a dû déposer les anciens morceaux et en reconstruire de plus neufs. Les derniers arrivés sont ces parties qu'on peut appeler des arcs-boutants et qui soutiennent la grande tour lanterne. Alors là, c'est l'occasion de voir de près une énorme salamandre. Je crois même que ce sont les plus grosses qu'on trouve au château. C'est l'emblème de François Ier. Un emblème hérité de son grand-père, Jean, homme réputé pour sa sagesse et sa bonté. La salamandre familiale serait incomplète sans sa devise, en latin nutrisco et extinguo, qu'on peut traduire par « je me nourris au bon feu et j'éteins le mauvais ». L'un des arcs-boutants de la grande tour lanterne porte également une inscription gravée dans la pierre, 1533. À cette date, les tours et les appartements du donjon sont terminés. Moins de 15 ans après l'ouverture du chantier, c'est un exploit. Dans la première idée de François Ier, il ne devait y avoir qu'un donjon. C'est ça que devait être le château de Chambord. Ça devait être juste la partie centrale. Et ensuite, à partir de là, ils ont décidé d'agrandir en installant des ailes sur le côté, des galeries pour rejoindre le donjon, et puis l'enceinte sur la partie avant. C'est dans la tête de François Ier, dans son esprit, que le projet évolue. Et à chaque fois qu'il vient,
surveiller le chantier, ça devait être un moment qui était vraiment redouté par les ouvriers et par les maîtres maçons, parce qu'à mesure même que le château se construit, le plan est sans arrêt remis sur la table et on fait des modifications, on crée des ajouts, on change de direction. Et en fait, tout ça vient du fait que François Ier est absolument passionné par l'architecture. On s'en doutait bien, bien entendu, parce qu'il a fait beaucoup de châteaux, il a construit énormément, on avait vraiment l'impression qu'il s'investissait personnellement dans ces châteaux. Et puis j'ai eu la chance de trouver à Mantoue, aux archives de Mantoue, dans la correspondance des ambassadeurs de Mantoue à la cour de France, une petite lettre qui est très instructive parce qu'elle explique exactement comment François Ier dessinait lui-même ses châteaux. Ici, Sa Majesté a dessiné de sa propre main un grand édifice et dit vouloir le faire construire. Il se trouve que d'ordinaire, le roi fait des dessins dans tous les lieux où il se rend, puis rien ne se fait. En l'occurrence, à Chambord, il s'est passé visiblement quelque chose. Et il y a des coutures partout, parce que François Ier change d'avis et puis que c'est fabriqué un petit peu à la bonne franquette. Sur cette façade, par exemple, la galerie ouest comporte 4 arcades, alors que la galerie est n'en compte que 3, et pas toutes de la même dimension. On a ça. Qu'est-ce que ça peut être, Donatien? Les escaliers, d'accord. Cet escalier n'était pas prévu à l'origine. Il a été ajouté à la demande du roi pour lui permettre d'accéder plus facilement à son logis. Problème, cet escalier est venu obstruer toute une hauteur de fenêtre, fermant la vue offerte depuis la galerie. Autre exemple, façade sud cette fois-ci. Alors au-dessus des portes d'entrée sur la façade principale du donjon, on voit des marques de repentir assez prononcées, puisqu'il y a là des pierres en attente, surtout au premier étage. Et puis les 4 piliers qui encadrent les portes montrent une amorce de voûte. Alors on peut peut-être imaginer qu'au-dessus de ces voûtes, il était prévu la marque d'un plancher, et qu'au-dessus de ce plancher se trouve un balcon pour le premier étage, une sorte de tribune royale pour accueillir les hôtes à Chambord. Le premier et le seul invité de marque reçu par François à Chambord, c'est Charles Quint, le grand rival. L'empereur arrive d'Espagne. Il profite d'une trêve passagère pour rejoindre ses possessions flamandes en traversant la France. Nous sommes en décembre 1539, c'est un événement et l'occasion, bien qu'il ne soit pas terminé, d'inaugurer Chambord. On sait peu de choses de ce séjour, mais par analogie, on peut imaginer le faste des cérémonies. Tous les musiciens de la cour ont dû être mobilisés, comme quelques années plus tôt au camp du Drap d'Or, autre rencontre diplomatique avec l'Angleterre cette fois. Pour le camp du Drap d'Or, on sait très bien ce qui s'est passé parce qu'il y avait des témoins oculaires qui ont vraiment décrit. Et donc nous, on a reconstitué en effet les musiques qui avaient été données au camp du Drap d'Or et on peut tout à fait imaginer qu'avec Charles Quint, c'était le même genre. Oui. Les musiciens sont pour les monarques comme les équipes de football maintenant, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir les meilleurs musiciens au monde pour représenter son pouvoir en fait. Ce qui se passe avec François Ier, c'est ce que disaient les Italiens d'ailleurs, ils se sont dit quand François Ier montera sur le trône, il va y avoir un renouveau en France des lettres et des arts. Puisqu'on considérait, les Italiens considéraient les Français comme des barbares quand même. Hein. Ils les trouvaient, comme on disait, très gothiques. Et quand François Ier monte sur le trône de France à 20 ans, il va donner une impulsion extraordinaire aux arts, il va aider les arts, mais tous les arts. La musique par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va donner un privilège d'imprimeur à Pierre Athénian, installé à Paris. Grâce à Pierre Athénian, on aura de la musique diffusée dans toute la France. Denis et l'ensemble Douce Mémoire utilisent régulièrement cette pièce du donjon comme salle de répétition. Un décor idéal pour faire revivre les musiques et les danses de la Renaissance. Contrairement aux arts plastiques, comme la peinture ou la sculpture, ces deux disciplines ont longtemps été négligées par les historiens. Elles occupaient pourtant une place importante, non seulement à la cour, mais aussi dans l'éducation des gentilshommes. Il y a une
grande discussion justement au XVIe siècle, savoir si la musique effémine les cœurs. Parce qu'il y avait des partisans en disant mais la musique finalement enlève le courage aux hommes. Et tous les gens de la Renaissance disent mais pas du tout. La meilleure preuve, c'est que les gens de l'Antiquité tenaient la musique en grande considération. Et comme la Renaissance a pour obsession d'imiter l'Antiquité et veut suivre ce modèle, il fallait faire comme les gens de l'Antiquité, c'est-à-dire avoir ce grand respect pour la musique. Trouver les instruments, trouver les partitions, ça a toujours un côté un peu roman policier parce qu'on fouille un peu partout. Alors il faut savoir que les partitions, tout simplement elles sont dans les bibliothèques, du moins celles qui ont échappé, en particulier en France à la Révolution, on a beaucoup détruit. Pour les instruments, ils sont conservés un certain nombre dans des musées, on fait des reproductions de ces instruments et comme ça on arrive à refaire cette musique du XVIe telle qu'elle était, on l'imagine, faite à l'époque. Les grandes réceptions diplomatiques offrent également aux courtisans une occasion pour afficher le luxe de leurs vêtements. François Ier donne l'exemple, un ambassadeur vénitien témoigne. Il aime la recherche dans son habillement qui est galonné et chamarré, riche en pierreries et en ornements précieux. Les robes des dames ne sont bien sûr pas en reste. Alors en fait, ce qui apparaît dans l'échancrure de la robe, en fait, c'est souvent la troisième couche. La première couche étant la chemise, la deuxième couche étant cette fameuse cotte, donc on appelle la vasquine ou la basquine. La troisième couche, c'est la robe en quelque sorte proprement dite, qui apparaît par exemple, on regardait ici, le tissu ornementé que vous avez ici, que vous avez au niveau des manches, ici, et par-dessus, vous avez ce qu'on appelait le manteau de robe, en fait, qui est le vêtement rouge. Qui est encore par-dessus. À Amboise, une équipe de bénévoles anime un spectacle ayant pour cadre la cour du roi François. Les documents d'époque faisant cruellement défaut aux couturières, les conseils d'Olivier, historien de l'art, sont aujourd'hui très précieux. La difficulté quand on veut reconstituer les costumes de cette époque, c'est de trouver des tissus dont les motifs, bon, non seulement les matières, mais surtout les motifs correspondent aux motifs de cette époque. Alors j'ai amené quelques échantillons de tissus qui sont des tissus d'ameublement en fait, et qui correspondent en fait aux tissus qu'on pouvait trouver aussi bien d'ailleurs dans l'ameublement que dans l'art vestimentaire au XVIe siècle. C'était des tissus dont le coût était absolument ahurissant à cette époque. Pour vous donner une petite référence, une aune, c'est-à-dire à peu près 70 cm d'un tissu comme ça, en sachant qu'ils étaient tissés en faible largeur, une aune représentait à peu près la moitié du salaire annuel d'un fonctionnaire. On a pendant tout le courant du XVIe siècle, mais même après, on a ce qu'on appelle les lois somptuaires, qui sont en fait des lois qui servent à limiter la consommation de denrées précieuses, de textiles, de soieries, de galons d'or et d'argent, etc. En réalité, ces lois somptuaires, ce n'est pas tellement une vision morale du costume, c'est-à-dire que, après tout, on se moquait un petit peu, si quelqu'un en avait les moyens, qu'il puisse porter tel ou tel matériau. C'est plutôt un souci de régulariser les échanges commerciaux dans l'Europe de cette époque, c'est-à-dire d'éviter que la balance commerciale française soit déficitaire, que les nobles français se ruinent à acheter des denrées, notamment la soierie italienne, venant d'étrangers. D'où l'implantation d'ailleurs en France aussi de manufactures de soie, comme à Lyon. C'est à cette époque que la soierie lyonnaise commence. La cour enfin appréciait non seulement les beaux vêtements, mais aussi la bonne chair. À Chambord, un chantier de fouilles archéologiques ouvert dans les anciennes latrines de la tour sud a livré de précieux indices sur des repas consommés voilà 500 ans. Jean Sylvain, notre troisième enquêteur, est archéologue. Originaire de Blois, il passe le plus clair de son temps au Proche-Orient, mais il est de retour tous les étés sur son chantier du Val-de-Loire. On trouve ici des objets du XVIe siècle, alors que dans les autres, on trouve du mobilier du XVIIIe siècle. Alors ça s'explique parce qu'en fait, l'accès a été bouché. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIe siècle, ils ont muré l'entrée de cette fosse, et donc la fosse n'a pas été curée par la suite, et c'est la seule où on trouve ce type d'objet en fait. Par exemple, vous voyez, ici on a des coquilles d'huîtres. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a un menu de l'ami Carême que François Ier a mangé ici, donc en 1545, et il est question d'huîtres rôties.
Donc c'est ici l'illustration de ce qu'on mangeait à l'époque de François Ier. Après le retour de captivité du roi en 1526, le chantier de Chambord n'a plus connu d'interruption. Dès les années 1540, le monument prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Les ailes sont presque terminées, l'enceinte basse sort de terre. Ce qui préside à la définition du projet de Chambord, dans l'esprit des architectes de la Renaissance, c'est avant tout des préoccupations formelles, plastiques, dont les maîtres mots sont modularité, symétrie, harmonie des proportions. Là, on est complètement dans la remise au goût du jour des préoccupations des architectes de l'Antiquité. En même temps, pour un médiéviste qui aperçoit cette maquette, c'est typiquement un plan de château fort de plaine, avec un donjon central, un plan massif, avec des tours d'angle, une sorte de chemin de ronde qui fait tout le tour de ce donjon, une enceinte. Et donc on a souvent présenté Chambord comme un château de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est quelque chose qu'il faut sans doute un peu nuancer. Gardons à l'esprit que tout simplement les chantiers précédents de François Ier à Amboise par exemple, ou à Blois, sont des constructions qui se sont déjà débarrassées de toutes leurs caractéristiques militaires et de leurs attributs défensifs. Que François Ier réemploie, réutilise ici, sans doute parce que pour lui, ce sont des formes qui véhiculent toute une imagerie du pouvoir féodal et de la chevalerie à laquelle lui-même reste très attaché. Un château à l'image de François. C'est l'hypothèse développée par Dominique pour comprendre Chambord. C'est un château qui est là pour nous parler du roi, pour nous parler de son pouvoir, peut-être pas son pouvoir réel, mais le pouvoir, ou en tout cas l'idée de pouvoir qu'il souhaite nous donner à nous. Donc le roi au sommet, la fleur de lys, pyramide sociale, les différentes couches de la société qui viennent sous lui. C'est les courtisans, donc qui vont vivre dans cette sorte d'immeuble où ils sont tous à égalité, mais dominés par cette représentation symbolique du roi, salamandre, fleur de lys, qui est au sommet, qui les coiffe et qui les domine. Ensuite, de chaque côté, le pouvoir royal, c'est-à-dire les appartements où vit physiquement le roi, ici à l'est, et puis de l'autre côté, en symétrique, à égalité, la maison de Dieu, comme si le roi et Dieu étaient symétriquement opposés dans une sorte d'intention délibérée de nous faire comprendre que la place du roi est presque aussi importante que la place de Dieu. Le roi à l'égal de Dieu, car en ces états, François ne tolère plus d'autre autorité que la sienne. En 1515, fort de sa victoire à Marignan, François a arraché au pape la nomination des évêques. Le roi devient l'unique maître du clergé français, un nouveau pas vers la monarchie absolue. C'est peut-être cela qu'il fait inscrire au plafond du dernier étage de Chambord, sous la forme d'un F à l'envers, qui ne peut être lu que du ciel. Ce décor qui matérialise le corps du roi est peut-être l'image que ce roi est bien l'intercesseur entre Dieu, dont il tient son pouvoir, et les hommes, la cour, qui se trouve en dessous à regarder ce spectacle. C'est maintenant dans les appartements privés du roi qu'Éric nous entraîne pour poursuivre notre enquête. Alors dans cette galerie, on a accès au logis royal et il y a une assez belle lumière aujourd'hui. En même temps, on peut remarquer quelques petits problèmes de la construction, surtout dans ce mur qui est là. Il est de travers à certains endroits, il gonfle, il a du fruit comme on dit. Il semble qu'il y a eu des petits problèmes de montage. C'est peut-être dû au travail à la hâte qu'a ordonné le roi et c'est vrai que sur les murs, on peut voir des marques de tailleurs de pierre. Ici, l'appartement de la reine, ou plutôt de la favorite, car il semble qu'aucune des deux épouses du roi n'ait jamais mis les pieds à Chambord. François, en revanche, eut deux maîtresses attitrées, dont Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes, qui le suivait partout, sans compter de nombreuses conquêtes. C'est à François qu'on attribue l'expression du connaisseur, souvent femme varie. Voilà le cadre de la chambre royale de François Ier, un cadre reconstitué, mais qui donne un peu l'image de la richesse du mobilier des Valois. Alors c'est surtout le lit qui prend le plus de place. Et il occupe tout un angle près de la cheminée. Il est dressé sur une estrade, ce qui permet au roi d'être tenu un petit peu élevé face à ses courtisans lorsqu'il les reçoit le matin à son lever. Le lit, si grand soit-il, est un lit en fait suspendu un peu au plafond, enfin pour son baldaquin, puisqu'il n'y a pas de colonne.
Et les sièges sont ce qu'on appelle des ployants à l'époque. On peut les replier de façon à les transporter plus aisément. Et puis voici les fameux boutons des tentures qui permettent de tout accrocher et de tout déshabiller en repartant. À l'époque, la cour est itinérante. À chaque halte, le roi rend la justice, honore les pèlerinages et ravitaille sa suite. Domestiques, officiers de l'État, courtisans, le cortège de François comptait 2000 personnes. Et c'est non loin de la chambre royale qu'Éric nous dévoile un nouvel indice. Et là, le cabinet de travail du roi. Un cabinet au décor particulièrement soigné. On pourrait même dire enfin un décor royal à Chambord. On a une voûte en pierre où alternent les armoiries royales, les F et les salamandres. C'est une façon pour le roi de montrer sa signature dans les lieux, mais aussi de rappeler à tous cette prétention qu'il a eue en 1519, au moment de la création de ce château, de devenir empereur et de se présenter comme candidat à l'élection au trône d'Empire face à Charles Quint. Malheureusement, ce n'est pas lui qui l'a emporté, mais on peut lire ici dans les couronnes qu'il s'agit bien d'une couronne impériale et non pas une couronne royale. C'est en fait une couronne fermée par un globe au-dessus et une croix. De toute façon, avec François Ier, l'architecture est toujours un média pour porter une idée et au moins pour porter haut la majesté royale. Et on peut voir, c'est vrai, dans l'image de ce grand donjon couronné de cheminées à Chambord, une image un peu de cette grosse couronne impériale que le roi rêve de porter. Pour Éric, Chambord serait donc non seulement un manifeste en faveur de la monarchie absolue, mais aussi un projet impérial. Oui, mais à qui s'adresse le message ? Chambord se dresse au milieu des bois, loin de tout public, et ce n'est pas un hasard. En même temps que la construction du château, François Ier ordonne l'aménagement d'un parc pour la chasse. Le domaine est d'abord bordé de pieux en bois, puis d'une enceinte en pierre. Une entreprise considérable pour l'époque. Le mur mesure 32 km de long. Il enferme une surface équivalente à celle de Paris intramuros. À l'intérieur, des cerfs, gibier de roi par excellence, et des sangliers. La chasse à l'époque est indissociable de la vie et du métier de roi, comme l'attestent ces tapisseries exposées à Chambord. 14 pièces commandées par Henri IV au début du XVIIe siècle. Quand le premier des Bourbons veut s'inscrire dans la lignée des Valois, c'est à François qu'il rend hommage et c'est en chasseur qu'il le fait représenter. Aujourd'hui, le parc de Chambord est classé réserve naturelle. Cerfs et sangliers ne sont plus chassés que pour lutter contre la surpopulation. Et le travail des gardes forestiers est conditionné par leur présence. « 40 cm de diamètre, 14 mètres de haut. Le martelage des arbres signale les individus destinés à l'abattage, une opération de sélection tout à fait classique dans nos forêts. On favorise les sujets sains en éliminant les plus malingres. 35, 12. Mais ici, à Chambord, les plus beaux conifères sont facilement sacrifiés au profit des feuillus. Ces derniers, par leurs fruits, doivent nourrir les animaux. Francis Forget est directeur de la réserve depuis 22 ans. Alors, une autre particularité du domaine de Chambord, si vous voulez, c'est le maintien des espaces ouverts. C'est une forêt, si vous voulez, qui comporte 14% de milieux ouverts. C'est tout à fait exceptionnel aussi. Et ces milieux ouverts contribuent donc à l'amélioration des aspects paysagers et aussi à la faune, puisque si on prend l'exemple du cerf, c'est plutôt un animal de steppe qui affectionne les clairières. Cette forêt est l'écrin du château. Rares sont les monuments en France qui ont traversé les siècles en gardant leur entité, c'est-à-dire un château et une forêt ou un parc de chasse, tel que François Ier l'a souhaité. Et si ce dernier revenait sur terre, eh bien, je pense qu'il verrait son Chambord comme il l'a rêvé, quoi. En plus d'un acte politique, Chambord serait donc également un pavillon de chasse, ou comment joindre l'utile à l'agréable. Seulement voilà, on sait que François aimait chasser accompagné de la petite bande, comme il l'appelait, petite bande composée de 80 à 100 gentilshommes seulement. Qu'avait-il à faire des 400 pièces du château? L'énigme n'est pas encore résolue. Il y a
a une dizaine d'années, Éric, Dominique et Jean-Sylvain ont exploré le bâtiment d'une manière plutôt insolite, la nuit. Les gars, c'est à gauche là. À l'époque, dans le cadre de leur service militaire, les 2 premiers sont affectés au château. Intrigués par les mystères de Chambord, ils ont un soir l'idée d'explorer les parties les plus anciennes du monument, les latrines, construites au niveau des fondations. C'est bon? Ouais. Sans attendre, ils appellent Jean-Sylvain, l'archéologue, et là, les découvertes s'enchaînent. Alors, on est dans les latrines qui sont sous les appartements de François Ier. Et cette fosse était complètement inconnue. On l'a redécouverte en fait il y a 2 ans. La grande surprise a été de retrouver des graffitis de prédécesseurs du milieu du 19e siècle qui venaient certainement ici passer du bon temps, la nuit. Aujourd'hui, 30 mars 1845, défunt, domestique de monsieur le comte Adrien de Calonne, résident à Chambord, et Jacques Laureau, laboureur, chez monsieur Michon, garde général, c'est incroyable, du domaine de Chambord, sont descendus ici à 1h moins 3 minutes du soir, jour de la Quasimodo. Et encore un autre, seul en ces lieux, aimant la solitude, nous profitons d'un moment de loisir pour livrer nos cœurs, comme à notre habitude, à leur réflexion. Tel est notre seul plaisir. Défunt. 1845. On espérait plutôt trouver des vestiges qui dataient de François Ier. Et en fait, ces graffitis montrent que la fosse de latrine n'était pas utilisée, n'a peut-être jamais été utilisée. Et que, donc, au milieu du 19e siècle, ils l'ont ouverte comme des grottes ou des catacombes dans une période romantique. Celui qui, comme moi, dans les siècles futurs, sera, par le hasard, conduit ici, comme moi, pour graver son nom sur ces tristes murs, sera obligé d'avoir un flambeau à midi. Midi. Bon, on est un peu en avance là. Hein. Les latrines du logis royal n'ont conservé que des poèmes. Mais les latrines de la tour nord, aujourd'hui inondées, ont révélé aux garçons le secret des plans perdus de 1519. Le donjon, tel que nous le voyons actuellement, n'est pas celui prévu à l'origine par son architecte. Dominique ? Ouais. Dominique, je suis dans l'autre escalier. Quand il est 3h du matin et qu'on a 20 ans et qu'on est en train de tirer le décamètre, les pieds dans la boue et qu'on se dit que voilà, on est en train de réaliser relever le premier plan du niveau -1 d'un bâtiment qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, bon, on se dit, bon, c'est un peu étrange. C'était la nuit, le château, il résonne complètement différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de touristes, donc les bruits sont différents, enfin, il y a une ambiance qui était incroyable. Depuis leurs premières explorations nocturnes, 10 ans se sont écoulés. Le temps pour les garçons de convaincre les historiens, c'est aujourd'hui chose faite. Après nous avoir initiés aux visites nocturnes, Jean-Sylvain nous attend en plein jour cette fois pour nous dévoiler les plans retrouvés de 1519. Alors c'est sous cette tour qu'on a fait les fouilles dans les latrines, et c'est sous cette autre tour qu'on a pu comprendre le problème du plan de Chambord, le plan initial du château. Parce que actuellement, en fait, le château tel qu'on le voit, il correspond à une symétrie qui suit un axe, comme des ailes de papillon, sur les grands volumes et l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans le donjon, on a des appartements qui ne correspondent pas à cette symétrie. Et vous voyez, ici, en fait, les appartements sont orientés dans ce sens, et là, l'appartement est orienté dans l'autre sens. Ce qui se traduit dans les façades par une dissymétrie dans les galeries. Les galeries sont les baies, ici, les sortes de loggias, qui permettaient, en fait, de passer de l'intérieur du donjon dans les tours. Donc normalement on devait en avoir une sur chacune des façades, et en fait on s'aperçoit qu'on en a une sur cette façade, une autre sur cette façade, deux sur cette façade, et pas du tout sur celle-ci. Donc il y a une anomalie dans le plan,
Et en fait, on s'est interrogé longtemps sur les raisons de cette anomalie. Et on vient de comprendre récemment, en allant dans les latrines, quel était le plan d'origine et pourquoi il y avait une anomalie. En fait, en 1526, on a décidé d'ajouter des ailes. Et en réalité, on a vu que dans les latrines, il y avait un mur qui avait été cassé et reconstruit à côté. Et ce mur donc, qui est dans les sous-sols, qui est un témoin des toutes premières phases de construction, nous a permis de comprendre quel était le plan d'origine d'avant 1526. Donc voilà le plan tel qu'on a pu le reconstituer. En fait, au lieu d'avoir une symétrie axiale comme des ailes de papillon, on a une symétrie centrale qui pivote en réalité autour d'un axe qui est l'escalier central, donc la double révolution. Un plan giratoire, un plan dont on n'aurait jamais pu apprécier le bel effet sans tourner autour en prenant un peu de vitesse et un peu de hauteur, audacieux pour un siècle qui n'a pas encore inventé l'hélicoptère. Jusqu'à présent, personne n'avait pensé que ça pouvait être conçu à la Renaissance. Pourtant, quelqu'un de très célèbre a travaillé sur les projets en fait giratoires, c'est Léonard de Vinci, qui avait pensé donc à la turbine hydraulique et à d'autres systèmes giratoires. Et donc on ne peut pas s'empêcher de penser que Léonard de Vinci a pu quelque part travailler donc au premier plan de Chambord. Évidemment, on ne peut pas le prouver parce qu'on n'a pas les tout premiers plans, mais maintenant, grâce à cette découverte, on peut vraiment le penser avec une forte conviction. Alors si ce plan giratoire abandonné avait été suivi jusqu'au bout, le château de Chambord aujourd'hui serait un bâtiment assez incompréhensible. Il n'y aurait que le donjon seul, il n'y aurait pas les ailes ni l'enceinte basse, donc pas d'appartement royal distinct, pas de chapelle, on ne sait pas où seraient les cuisines. Simplement un grand bâtiment avec 40 appartements dans lesquels les courtisans vivent en quelque sorte en orbite autour de cette lanterne centrale qui est un véritable puits de lumière coiffé d'une fleur de lys. Et Louis XIV, plus tard, choisit le soleil comme emblème avec cette idée que non seulement il éclaire le monde, mais que ses sujets et ses ministres sont comme les planètes qui gravitent autour de lui. Et 150 ans auparavant, François Ier s'adresse à ses contemporains à travers un bâtiment dans lequel l'architecture est un langage et dans lequel il pose les bases, en tout cas une vision, sa vision d'un pouvoir absolu et centralisé. Seulement voilà, le plan du donjon ne tourne plus. Émettons une nouvelle hypothèse. Après le lancement des travaux, François change d'idée. Il ne veut plus d'une grande façade asymétrique, mais Léonard n'est plus là pour corriger les plans. Léonard de Vinci a été une sorte de conseiller de François Ier. Il n'est pas l'architecte de ce château, tellement français par ailleurs. Et en définitive, l'architecte de Chambord, son créateur, c'est le roi de France. Un roi de France qui imagine une œuvre plus grande, plus somptueuse encore que celle proposée par Léonard. Il pense au fleuve qui coule non loin de là, à 4 km seulement. C'est du moins ce que nous laissent penser quelques documents datés du XVIe siècle. Dans son album de gravure, Jacques Androuet du Cerceau nous montre une vue assez impressionnante et pour le moins saisissante de la grande façade nord. Un grand bassin a l'air de battre au pied du château. Et semble-t-il, ce bassin a l'air d'être alimenté par une rivière en eau vive. Alors, il ne s'agit certainement pas du Cosson, comme on voit aujourd'hui, mais probablement du grand projet de détournement de la Loire, puisque par une lettre, François Ier avait convoqué en 1529 un ingénieur hydraulicien à se rendre ici même pour voir comment il serait possible d'aménager la rivière. D'un autre côté, un témoignage de la même époque que cette gravure nous indique que dans ce grand bassin, les bateaux auraient pu se trouver là en sûreté comme d'un port. On peut voir sur la base talutée de ce mur des amorces de petits balcons tels que Jacques Androuet du Cerceau nous les montre sur tout le pourtour de ce petit promenoir, là où les courtisans auraient pu profiter de bons moments passés au bord de l'eau. On peut très sérieusement penser que la cour aurait pu être admise à Chambord en passant par bateau, puisque l'achat de 2 coches d'eau sur la Loire avait bien été fait du temps de François Ier pour transporter la cour. C'est une vue très impressionnante puisque toute la façade qui fait presque 160 mètres de large aurait trouvé son reflet entier dans le grand bassin qu'on aurait pu trouver là. C'est peut-être pour cette raison que la façade nord ne pouvait plus être asymétrique. Pour cette raison encore que Chambord est construit loin des villes, on y aurait eu facilement accès par la Loire. Mais qui sait? François s'éteint en 1547 sans voir son chef-d'œuvre achevé.
C'est Louis XIV, quelle coïncidence, qui 150 ans plus tard couvrira la chapelle d'un toit, terminera l'enceinte basse et creusera les douves. Chambord, palais de la Renaissance, château de romans de chevalerie, pavillon de chasse, symbole de la monarchie absolue, projet impérial ou lubie démesurée d'un roi mégalo. Sans le témoignage de François lui-même, on ne le saura sans doute jamais. C'est d'ailleurs le sentiment de Marguerite de Navarre lorsqu'elle découvre Chambord pour la première fois. « Voir vos édifices sans vous », écrit-elle à son frère, « c'est un corps mort. Et regarder vos bâtiments sans entendre sur cela votre intention, c'est lire l'hébreu. Mais puisque j'aurai ce plaisir de vous y voir, je fortifierai mes yeux, mon cœur et mon entendement pour voir, sentir et entendre de vous seul l'explication que saurait ni pourrait espérer de toute créature. »